Merci Hugues. Bon, d'abord, vraiment un très grand plaisir pour moi d'être là ce soir. J'ai pas fait du tout d'effort. C'est mon chef de CAP qui a eu du mal à trouver le créneau, mais moi, je sais pas un effort, c'est un plaisir. Chaque fois que je fais un déplacement, j'essaie de voir presque à chaque fois le comité local en marche. Mais je ne l'avais pas fait à Paris, ce qui est quand même le comble. Et je suis ravie de cette initiative parce que ça permet d'avoir un dialogue direct. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire comment je vois les transformations qui sont en cours dans mon domaine. Et puis après, je pense que c'est surtout l'échange qui serait intéressant aussi, vos questions, vos réactions, aussi ce que vous sentez, ce qu'on dit autour de vous, comment vous le percevez. C'est vraiment précieux pour moi. Parce qu'en permanence, je dirais, c'est à la fois le gouvernement, c'est la majorité présidentielle à l'Assemblée et le soutien au Sénat, c'est le Parlement. Et puis c'est vous tous, c'est En Marche, c'est toute cette dynamique, cette épopée extraordinaire dans laquelle on est tous impliqués. Ce matin, je me disais, ben oui, c'est vrai, il y a un an encore, on a l'impression que c'est il y a des siècles maintenant, hein, mais il y a un an encore, on ne savait pas, avec certitude, il y en a qui y croyaient très fort, mais enfin, on ne savait pas qu'on serait là ce soir en train de parler de tout ça, en train de se faire, quoi. Et donc, c'est vrai que l'élection d'Emmanuel Macron, puis les législatives qui ont permis de donner une majorité pour pouvoir porter les réformes, hein, c'était très important parce qu'il fallait la volonté, mais il fallait aussi la majorité à l'Assemblée, ce qui permet quand même d'avoir une vraie capacité par rapport au programme à faire ce qui a été en l'engagement du programme, l'engagement d'Emmanuel Macron et maintenant l'engagement du gouvernement auprès du président de la République. Mais avec le Parlement, on travaille extrêmement étroitement. Moi, j'ai eu la chance avec le Parlement, on a fait notre face nord ensemble. Alors, je rappelle juste, avant de revenir aux autres formes, on a évidemment commencé par les ordonnances. C'était prévu dans la campagne que la réforme du Code du travail serait une des deux premières réformes qui commencerait immédiatement, vu ces effets qui sont structurels, qui mettent du temps, et vu l'importance que ça représentait pour à la fois donner de l'agilité aux entreprises, libérer l'initiative des entreprises, tout en protégeant les salariés, et avoir ce ton, et montrer aussi que la France était transformable. Beaucoup de gens le doutaient, rappelez-vous. Je pense que vous avez fait la campagne, beaucoup de gens disaient oui, non, on fait ça. Il y en a qui l'ont dit, mais ça ne s'est pas fait. Donc je crois que c'était important. Ça, c'était le premier volet sur lequel je reviendrai. Mais on a dit dès le début, il n'y a pas une baguette magique unique pour baisser le chômage. Il y a plusieurs éléments. Il y a le Code du travail, c'est clair. Mais il y a aussi toute la dynamisation de l'emploi et des compétences, et en particulier la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage, qui seront un seul projet de loi que j'aurai dans assez peu de temps l'honneur aussi de présenter au Parlement. Et puis suivront toujours sur notre rénovation du modèle social le sujet des retraites que portera Agnès Buzyn l'année prochaine. Et donc, quand j'appelle ça la face nord, c'est que donc, nous on est arrivé le 17 mai, le gouvernement, le président quelques jours avant. Le Parlement, c'était le 18 juin. Et voilà, ça tombait bien. Et le 4 juillet, à l'Assemblée nationale, je présentais le projet de loi sur les ordonnances. Alors là, c'était le loi d'habilitation pour les ordonnances. Donc ça, c'était un peu sportif. Moi, évidemment, c'était mon premier texte comme ministre. Mais c'était aussi le premier texte des députés. Et comme vous le savez, grâce à tout ce que vous avez fait, la plupart de nos députés étaient pour la première fois députés. Et le Code du travail, tout le monde qui s'y est plongé, c'est que c'est facile à comprendre. C'est franchement, c'est trop facile pour commencer, quoi. C'est facile à porter politiquement et c'est facile à comprendre une fois qu'on ouvre le bouquin, on comprend tout. Donc il y avait un peu une courbe d'apprentissage. Ça ressemblait, les premiers jours, ça ressemblait un petit peu à une face nord, mais pas avec l'équipement de montagne, quoi, plutôt en basket. Certains se demandaient si c'était des tongs. Voilà. Ils n'avaient juste pas encore de bureau ni d'assistants parlementaires, juste pour vous donner une idée de l'épopée. Et donc, on a vécu un truc formidable, c'est que à la fois le mouvement qui portait, le gouvernement et le Parlement, on a quand même réussi cette transformation des ordonnances, dont je rappelle que la loi de ratification finale, elle date d'hier. Le Sénat l'a adoptée définitivement suite à la CMP hier. Donc, ça y est.
Elle sera publiée dans quelques semaines. Il y a évidemment un recours, mais on le gagnera. J'ai pas de doute. Enfin, tout est en place depuis le 1er janvier, puisque toutes les ordonnances et les décrets d'application ont été publiés avant la fin de l'année. On a battu les records de vitesse, mais je crois que c'est une telle attente. Et quand on dit on va commencer tout de suite, dès le 4 juillet, et en urgence et par ordonnance, on doit à nos concitoyens d'être extrêmement rapide dans l'exécution. Et je crois que c'était un des facteurs de réussite. Mais voilà, on a vécu cette épopée-là ensemble, finalement très peu de temps, presque à la sortie de la campagne. Tout ça, c'est quelques semaines, quand on y pense bien. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui marque aussi des relations durables de confiance. On travaille très très bien avec le groupe des députés et des sénateurs La République En Marche, mais c'est vrai qu'on a eu à se connaître tout de suite et à œuvrer tout de suite ensemble. Et c'est quand même, c'est comme dans une campagne, c'est en étant ensemble sur le terrain, ensemble à l'action, ensemble à la manœuvre, ensemble dans les difficultés, ensemble dans les succès, qu'on forge aussi la confiance mutuelle et puis l'amitié, et puis la puissance d'action, parce qu'à la fin, c'est tout ça, c'est notre puissance commune. Alors, cette première étape, elle a été très importante et elle a noué aussi des éléments de méthode. Le défi que j'avais, c'était de dire sur... on va vite et fort sur les ordonnances, par le biais des ordonnances, mais en même temps, il ne faut pas que ça court-circuite la concertation avec les partenaires sociaux. Parce que si on n'a pas les entreprises ni les organisations syndicales, si on n'a pas le temps de concerter et que c'est juste un texte législatif, ça ne marchera pas dans l'exécution. Parce que c'est sur le terrain, après, dans entreprise par entreprise, que ça se joue. Et donc, le choix que j'ai fait à ce moment-là, c'est d'une concertation, au contraire, extrêmement intense. En fait, il n'y a jamais eu une loi travail où il y a eu autant de concertation. On avait moins de temps, on en a fait plus. Ça ressemble un petit peu au rythme de la campagne. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a fait 300 heures de concertation. Ça n'avait jamais eu lieu autant avant. Pour compenser finalement garder l'intérêt de la rapidité, mais ne pas se laisser enfermer par le manque de concertation. Et on a les partenaires sociaux ont joué le jeu et c'est ce qui nous a permis, même si après ils sont d'accord ou pas d'accord selon les uns et les autres sur le résultat, mais sur en tout cas la qualité d'écoute, le fait qu'on a vraiment discuté, qu'on a pu discuter de tout et qu'on a pris un certain nombre de leurs idées aux uns et aux autres qui nous semblaient améliorer ou préciser ou conforter ou compléter ce qu'on avait prévu, et ce qui était annoncé dans la campagne, mais ça reste encore des grandes orientations au niveau d'une campagne. Après, quand on rentre dans le détail, il y avait beaucoup à faire. Et donc, ça a été aussi assez intéressant parce qu'on tricotait à la fois ce qu'on appelait la démocratie sociale avec les partenaires sociaux, puis la démocratie politique avec le Parlement, et tout ça un petit peu à grande vitesse. Mais alors le résultat, ce qui est vrai, qui est intéressant, c'est que je ne dirais pas que 100% des Français considèrent qu'on a eu raison de... ils n'étaient pas non plus 100% d'accord au moment des élections. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que la légitimité qu'on a eue collectivement, c'est que c'était annoncé très fort dans la campagne par Emmanuel Macron. Donc ça n'a pris personne par surprise. Et je crois que faire une réforme de telle ampleur, ça a été extrêmement précieux que la campagne sur cette réforme et sur d'autres ait été aussi forte et précise. Parce que même ceux qui ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Enfin, vous me direz si c'est ce qu'ils vous disent. Moi, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent, moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais le président, il fait ce qu'il avait dit. Et ça s'appelle la légitimité, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la citoyenneté. Il a été élu sur un programme et le gouvernement réalise ce programme. Et donc, je pense que ça joue beaucoup dans le climat social qui est assez apaisé. La méthode a joué aussi, d'autres éléments. Et je pense que la plus grande surprise de tout le monde, c'est que, on pouvait transformer le droit du travail en France dans un sens de plus d'agilité, de liberté et de protection. Et deux, que ça pouvait se faire sans que ça soit un bain de sang dans la rue. Enfin, bain de sang, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, pendant 2 mois de manifestation. Et voilà. Et ça, je crois que c'est ce que nous avons démontré ensemble, qui doit continuer à s'expliquer tous les jours sur le terrain. Les ordonnances, en fait, c'est un domaine, c'est assez vaste, ce qu'on a fait. Enfin, c'est même très vaste. Et les entreprises, une par une, sont en train de découvrir à quel point, s'ils ont un dialogue social, ils ont beaucoup plus de liberté dans l'entreprise pour s'adapter à la fois aux enjeux de compétitivité, de performance, d'agilité de l'entreprise pour prendre des marchés, mais aussi de progrès social. Enfin, en gros, ils ont beaucoup plus de grains à moudre ensemble avec leurs salariés. Ils peuvent décider de beaucoup plus de choses à ce niveau-là. Et de même pour les branches. C'est une petite révolution parce qu'en fait, on n'a pas simplement changé le droit du travail, mais je pense qu'on a voulu changer, c'est l'esprit du droit du travail. D'abord, on fait confiance, c'est un des grands thèmes de la campagne, on fait confiance aux acteurs
de terrain. Et qui mieux que l'entreprise et ses salariés sait ce qui est bon sur le plan économique et social. Bien sûr, il y a des filets de sécurité, il y a des sujets qui doivent être traités par la branche. Et bien sûr, la loi encadre tout ça et donne des principes. Mais ce n'est pas la loi qui peut dire ce qu'on fait le lundi matin dans telle entreprise à Champs-sur-Marne ou dans le 15e. Voilà, oui, non, mais c'était un petit peu ça quand même. Voilà, et donc je pense que c'est aussi une révolution des esprits, donc c'est pas fini, parce que ça veut dire pour tous ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs, ou qui connaissent des entrepreneurs ou des syndicalistes, il faut continuer à expliquer ça, plus toute une série de droits qui ont été peu commentés dans la presse, mais par exemple le droit au télétravail, qui est on est le premier Européen à instaurer un droit au télétravail. Donc c'est des sujets qu'on peut pousser sur le terrain, notamment pour tous ceux qui se disent mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi le code du travail? Ah ben oui, maintenant si ils veulent, parce qu'il y a un temps de transport trop long, ou qu'ils sont aidants, ou que, enfin voilà, ils peuvent demander à travailler en télétravail. Et les entreprises donc vont négocier des chartes sur les conditions. Ça c'est une chose par exemple qui a été peu valorisée. On a aussi instauré, je parle surtout des choses qui ne sont pas connues, ou peu, le mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'une grande entreprise, ou une entreprise peut détacher pendant un certain temps en mécénat des techniciens, des ouvriers qualifiés, des cadres, des experts, pour aller aider une PME, aider une TPE, aider une start-up, aider une association qui n'aurait pas besoin toute l'année d'un spécialiste marketing ou innovation produit, mais qui peut-être pendant 3-4 mois, ça sera très précieux pour aider ces petites entreprises à grandir, parce qu'elles ne peuvent pas se payer cette compétence toute l'année et elles n'en ont pas forcément besoin. Mais avoir quelqu'un qui connaît très très bien ça, c'est vraiment précieux. Un petit exemple là-dessus, quand je dirigeais les ressources de domaine de Danone, on avait vu les Restos du Cœur, mais ça aurait été pareil avec une start-up, et qui nous disait, mais en fait, les Restos du Cœur, c'est une logistique d'enfer, hein, parce que l'alimentaire frais tous les jours, c'est extrêmement sophistiqué. On leur avait envoyé 2 cadres logisticiens qui faisaient toutes les plateformes Danone pour optimiser leur chaîne de logistique. Au bout de 2-3 mois, c'était fait. Il n'y avait pas besoin de plus. Bon, à l'époque, j'avais fait, c'était un peu illégal. Donc maintenant que je suis ministre du Travail, je me débrouille pour que la loi permette de le faire. Voilà. Parce que c'était du prix illégal de main-d'œuvre. Je ne rentre pas dans les détails. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses comme ça aussi. On n'a pas fini d'expliquer les ordonnances, ce que ça apporte sur le terrain. Je crois que ça fait partie du travail des mois qui viennent. Alors ensuite, le deuxième grand volet, alors pour moi, c'est l'année 2018, c'est vraiment l'année stratégie des compétences. On a la chance, auquel on y est un peu pour quelque chose, collectivement, c'est qu'on a un vent porteur. Vous avez vu la création d'emplois, la croissance se confirme robuste, on va dire ça comme ça. S'il n'y a pas de grands événements cataclysmiques au niveau macro-financier mondial, parce que depuis 2009, on ne jure plus jamais de rien, on est sur des vents porteurs. Donc le vent porteur, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a plus de création d'entreprises, plus de création d'emplois, il y a plus de marchés, et les entreprises aujourd'hui veulent saisir les marchés. Alors il y avait des verrous de crainte au niveau du code du travail, et moi j'ai vu des milliers de patrons de PME ces derniers mois. Là on sent que le climat de confiance, vous me direz si c'est le cas ici, mais voilà, il y a un climat de confiance avec l'ensemble des mesures qui sont prises. Mais maintenant, pour prendre les marchés, il faut trouver les compétences. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on s'est tellement, entre guillemets, habitué au chômage de masse que tout d'un coup, soudainement, on découvre que, oui, il y a des emplois qui se créent, mais on ne trouve pas les compétences. Et il y a énormément d'entrepreneurs, de secteurs. Avant, il y avait toujours quelques secteurs, mais c'était plutôt les secteurs où on ne payait pas bien, où les conditions de travail étaient difficiles. Non, il y a des secteurs là maintenant qui payent très bien, où les conditions de travail sont très bonnes, et on ne trouve pas les compétences. Alors ça, c'est le grand combat, mais il faut savoir que depuis très longtemps, on ne forme qu'un ouvrier ou employé sur 3 chaque année. Un chômeur sur 10 accède à une formation. Or, la plupart des demandeurs d'emploi sont moins qualifiés que la population active en général. Il n'y a pas de miracle. Ils peuvent pas. Et en plus, si vous n'avez pas travaillé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut quand même se réhabituer au monde du travail. Et votre compétence, elle s'est abîmée ou elle n'a pas continué à évoluer. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler et qui ne se retrouvent pas avec les compétences que cherchent aujourd'hui les employeurs. Et puis, ce sujet-là va, si j'ose dire, s'aggraver. Plus la croissance, là, plus il y a de besoins, donc plus on va le sentir. Mais aussi parce que les métiers se transforment. Vous le voyez, vous viviez tous les jours dans vos environnements.
c'est la première fois qu'on a une révolution technologique qui concerne tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise. Avant, il y a toujours eu des grandes révolutions dans certaines industries, dans certains secteurs, qui concernent tout le monde, y compris le service. Regardez ce qui se passe en ce moment sur la distribution, qui forcément, avec l'e-commerce, va changer. Et en même temps, les transports et la logistique croulent sous la demande, parce que le e-commerce, c'est un métier très physique, en fait. On clique pour commander, enfin, il faut livrer le produit. Donc, en fait, on a d'énormes besoins dans ce domaine-là. On voit bien que toutes ces mutations de métiers vont impacter cette recherche des compétences. Et aujourd'hui, on estime que 50% des emplois vont être profondément transformés dans les 10 ans qui viennent. Donc ça veut dire dès maintenant, hein, pas dans 10 ans, ça commence dès maintenant. Donc cette mutation, plus la reprise, fait que le sujet de trouver les compétences est essentiel, mais qu'aussi pour les chômeurs, pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ça devient, si on résout le problème des compétences, ça devient la chance enfin de raccrocher le monde du travail. Mais si on ne le fait pas, eh bien on aurait d'un côté des entreprises qui ne trouvent pas les compétences, qui ne peuvent pas prendre le marché, de l'autre, des demandeurs d'emploi et des jeunes qui un peu désespérés en disant mince, le train de la croissance passe et il n'y a pas de wagon pour moi. Donc ça, c'est pour ça que c'est un impératif aussi important. Alors, c'est pour ça que c'était annoncé dans la campagne, et là aussi dans les promesses de campagne, et nous ferons, notre but c'est avant la fin de l'été, d'avoir eu cette loi sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Je voudrais dire un mot sur l'apprentissage, parce que pour moi, c'est très très haut dans la liste des priorités. Il y a un truc dramatique dans notre pays, je pense qu'on est tous concernés dans notre entourage. Il y a 1 300 000 jeunes qui ne sont pas en emploi, pas en apprentissage, pas à l'école, pas à l'université, qui sont nulle part, qui ne se projettent pas. Vous vous rendez compte, 1 300 000 jeunes, on est fous. C'est terrible sur le plan humain pour eux, perte d'espoir, perte de confiance dans la société. Enfin, c'est une perte aussi de compétences et de compétitivité pour les entreprises. Et puis c'est une bombe sociale. Enfin, comment voulez-vous qu'ils aient confiance en la société? Donc ça, c'est vraiment très très haut dans les priorités. Or, en même temps, qu'est-ce qu'on constate? C'est que tous les pays européens qui n'ont pas de chômage de masse des jeunes, ils ont 15, 20, 30% des jeunes qui sont en apprentissage. En France, c'est 7%. C'est seulement 400 000 jeunes qui ont la chance, et moi j'aime bien dire que c'est une chance, d'accéder à l'apprentissage. Pourquoi c'est une chance? Juste les faits. 7 sur 10 ont un emploi au bout de 6 mois. On rencontre beaucoup de jeunes qui vivent une vraie passion, et 3 ou 4 sur 10 d'entre eux créent plus tard leur entreprise et créent à nouveau des emplois. Donc c'est une école d'entrepreneuriat, une école de passion. Lorsqu'on l'a choisi, évidemment, il faut le choisir, pas le subir. Et là, avec Jean-Michel Blocher et Frédéric Vidal, nous y attaquons, on a un peu de boulot. Et c'est aussi, voilà, c'est un tremplin, c'est une projection très importante. Donc il n'y a pas de facilité vis-à-vis des jeunes, mais c'est sûr qu'il faut qu'ils puissent choisir une voie. On ne va pas du tout opposer statut scolaire et apprentissage, c'est pas le sujet. On a juste 1 300 000 jeunes qui ne se projettent pas. Donc on a besoin de tout, de toutes les formes, et qu'il y ait des passerelles, qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Le sujet, c'est pas la guerre entre les lycées et les CFA, ça n'a ni queue ni tête. Il faut tout le monde sur le pont pour les jeunes. Et donc la réforme qu'on va faire, sur la partie apprentissage, je la porte avec Jean-Michel Blocher et Frédéric Vidal, elle a pour but quand même de rendre ça beaucoup plus simple pour les jeunes et les entreprises. Que franchement, le système... Alors, vous avez aimé le code du travail, plongez-vous sur la taxe d'apprentissage. Alors là, je prends au défi n'importe qui, moi-même compris, de vous expliquer le système actuel complet, sans notes. C'est juste impossible tellement c'est compliqué. Et aujourd'hui, finalement, on demande aux jeunes et aux entreprises de se contorsionner dans le code du travail, dans le système de financement, de gouvernance très compliqué, pour arriver à avoir un jeune... voilà. Demain, on veut faire quelque chose de beaucoup plus simple. Chaque fois qu'un jeune et une entreprise sont d'accord, en gros, le financement suit automatiquement. On peut entrer toute l'année. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de verrous à lever pour que ça soit simple. Parce qu'aujourd'hui, par moment, quand je vois la complexité, je me dis finalement, on a la chance d'en avoir 400 000. Hein, ça pourrait être pire. Donc ça veut dire qu'on a la place sous le pied. Et justement, avec le vent porteur sur les compétences, c'est le moment, moi je dis aux entreprises, vous dites que vous ne trouvez pas les compétences, il n'y a pas de génération spontanée des compétences, on va les former ensemble. Voilà. Et je crois que c'est ça le message. Et ça concerne toutes les tailles d'entreprise, ça concerne tous les secteurs. Je pense que ça peut être une des chances. Alors j'ai plus à citer sur celle-là, parce que je ne peux pas parler de tout. Voilà. Puis celle-là, comme on a déjà dit ce qu'on allait faire, c'est plus facile. Sur la formation professionnelle et l'assurance chômage, on attend la fin des négociations des partenaires sociaux dans quelques jours.
Et puis après, d'ici 2-3 semaines, on donnera les grandes orientations. Mais je crois que cet enjeu de la compétence, c'est vrai pour les salariés, on y reviendra dans la formation, c'est vrai pour les demandeurs d'emploi, et c'est vrai pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la compétence, c'est vraiment la meilleure protection contre le chômage. Ceux qui ont un métier qui est porteur, ils n'ont pas de problème de chômage. Les autres, c'est le premier marqueur du chômage, c'est le manque de qualification. Le taux de chômage des personnes non qualifiées, il double par rapport à ceux qui ont une qualification. Et quand c'est pas triplé ou quadruplé dans certaines professions. Donc vraiment la meilleure protection pour pas subir ces changements, mais pouvoir conduire sa vie, c'est ça. Et puis c'est aussi une liberté. Si vous avez une compétence, vous pouvez grandir dans l'entreprise, être promu, vous pouvez créer votre boîte, vous pouvez changer d'entreprise. Enfin, ça fait partie aussi de la liberté. L'agilité n'est pas que pour les entreprises, elle est aussi pour les individus dans la société qu'on veut faire, qu'il y ait plus de liberté de prendre son destin en main. Je pense que ça fait partie de nos valeurs communes. Et c'est aussi ça qui est en jeu dans cette réforme. Donc ça va être une très très belle réforme. Monsieur le député, Charles, voilà, ça va être une très belle une réforme. Alors ça va secouer un peu, on est un peu habitué, parce que forcément on va bousculer pas mal de choses pour arriver à faire ça. Donc c'est pas tout à fait le statu quo plus un petit changement, c'est une vraie transformation. Donc voilà, je compte sur vous d'avance pour qu'on porte ça. L'avantage, c'est ça, c'est quelque chose qui est plus facile quand même à expliquer au Code du travail, parce que tout le monde est parent, tout le monde a des angoisses pour ses enfants, tout le monde voudrait qu'ils réussissent. Et je pense que les jeunes, ils en ont un peu marre d'être toujours considérés de trop, de s'excuser d'exister et qu'ils n'ont pas de place dans le marché du travail. Donc je pense que c'est... la technique sous le capot, c'est pas très important. Le plus important, c'est ce qu'on va faire pour les jeunes, pour les entreprises dans ce cadre-là. Et là, je pense qu'on gagnera ou pas cette réforme, donc on la gagnera, par l'opinion publique. Là, je suis persuadée que c'est une réforme qui n'est pas une... La partie institutionnelle, c'est sous le capot, mais ceux qui doivent être au copilotage, c'est le jeune et l'entreprise. C'est à eux qu'on doit donner les clés de l'apprentissage. Et voilà, c'est ce qu'on va mener ensemble dans les semaines et mois qui viennent. Voilà, j'ai peut-être assez parlé pour commencer, et maintenant on peut discuter ensemble.